me donne très souvent. Pour ceux qui le savent, on ne choisit pas n'importe qui comme panéliste aux AFAC. On choisit des gens qui ont un CV très étoffé. Et quand je dois faire la synthèse, je vous avoue que des fois même en 72 heures, je n'arrive pas à synthétiser le CV des intervenants, tellement il est bourré de qualité et de compétences. Et le premier intervenant aujourd'hui vient du Mali, le Maliba. Nos frères maliens. Ils ont été, vous m'excuserez, hein, monsieur, vous m'excuserez. Non, c'est pareil. C'est aussi de la culture. Le sport, comme la culture, réunissent les peuples. Ah, Maliba, Yako. Bien. Son intervention portera sur la visibilité sur les médias internationaux et réseautage artistique. Comment s'y prendre? Visibilité sur les médias internationaux et réseautage artistique. Comment s'y prendre? Il est animateur culturel panafricain. Il vient du Mali. Il est promoteur d'une web radio culturelle appelée Radio Africa, qui a couvert de nombreux festivals et événements culturels en Afrique et ailleurs dans le monde depuis pratiquement une dizaine d'années. Il est correspondant de l'émission Couleurs Tropicales, émission de RFI au Mali depuis, tenez-vous bien, 19 ans. Il est correspondant et chroniqueur de musique sur plusieurs chaînes de radio et télé dont VOA, Voice of America, DW, Deutsche Welle. Il est membre du jury prix découverte RFI et de Visa for Music au Maroc. C'est un passionné des patrimoines musicaux africains. Il est organisateur et directeur des rencontres internationales des musiques de Bamako. Ça, c'est juste le résumé. Vous voulez que je rentre dans les détails? C'est bon, ça suffit? Oui, c'est bon. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir, comme on sait le faire à Abidjan, M. Mori Touré, premier panéliste. Parce qu'il est panafricain, il aime dire qu'il est comorien. Voilà, et vous voyez qu'il ressemble bien à un Comorien. Il en a le teint et la taille. Monsieur Mori, bienvenue à Abidjan. Heureux de vous accueillir dans le cadre de la première session des AFAC. Il y a ce micro qui est là. Il est à vous. Je vous laisse vous débrouiller tout seul. Moi, je vais m'asseoir. Il est, disons, 9h20. Il est 9h20. Si on y ajoute 1h15, voyons un peu ce que ça fera pour le panel 1. On va aller jusqu'à 1h30, disons. Votre intervention et nos questions comprises. C'est bon? Je vous en prie. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour lui, s'il vous plaît? Allô, allô? Applaudissez comme des gens qui ont gagné la CAN, nom de Dieu. Et qui ont battu le Mali. S'il vous plaît, ceux du fond, est-ce que pour des raisons de commodité, est-ce qu'on peut venir devant, s'il vous plaît? Ne laissons pas ce vide-là, s'il vous plaît. Veuillez vous rapprocher de... Il y a des chaises devant. Voilà, venez devant, occupez toutes les chaises de devant, s'il vous plaît. Aucune place n'est réservée, vous pouvez vous asseoir. Asseyez-vous, vous voulez, voilà. Aux AFAC, on ne réserve pas de place. Ça vaut la peine de m'asseoir. Non, moi je ne vais pas m'asseoir. Voilà. Bonjour à tous. Comme il a dit, Akwaba, bonjour à tous. Je tenais à rappeler que mon ami, lui, il dit qu'il vient, on vient de mêmes îles, Comores et Seychelles et Madagascar, c'est pas trop loin. J'ai dit Comores pour rigoler. Et je le dis encore, je suis né en 1970. Je suis né 10 ans après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Je suis né dans une ville où cette grande dame qu'on appelle la reine Pokou, quand elle était persécutée par les gens du côté du Ghana,
Elle est venue avec sa tribu. Ils sont arrivés aux côtés du fleuve et elle a jeté l'enfant qu'on a appelé Baouli. L'enfant est mort, qui est devenu le grand groupe Baoulé, qui fait partie du grand groupe Akan. Sur ce, je suis né là où elle est venue avec sa tribu, où elle a déposé son royaume qu'on appelle Sakassou, le royaume du Walebo. Je suis né à Sakassou en 1970. Bon, c'est vrai, il a dit que je suis malien, je suis d'accord. Mais, je le dis encore, en 1970, la Côte d'Ivoire, dans sa constitution, on avait le droit de sol. Donc, personne ne peut m'enlever ce côté ivoirien en moi. En 70, je suis ivoirien. Personne ne peut me l'enlever. Parce que cette loi de droit de sol a été abrogée en 1972 ou 1974. Donc, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai le droit de sol, je suis ivoirien comme vous tous. Voilà. Ça, je le revendique. Et c'est tout. Et mes parents venant de la Guinée en 1963, dans cette ville qu'on appelle Sakassou, je revendique aussi, on dit qu'il ne faut pas oublier ses origines, je suis guinéen. Ok. Je suis marié au Mali, j'ai mes enfants au Mali, ma femme, mon foyer, tout, mon service, bien que je voyage beaucoup. Je suis aussi malien. C'est ma richesse. Vous allez comprendre tout de suite. Cher public, moi je suis hyper content de venir ici, dans mon pays. Parce que moi je dis, je suis un citoyen du monde. C'est vrai, c'est très bien d'être patriote, de taper sa poitrine. J'étais fier, hein? Je le dis avec beaucoup de choses. L'enfant encore, j'étais à Ségou, à 250 km de Bamako. On regardait la demi-finale du Mali contre la Côte d'Ivoire. Il y avait un écran géant. C'était le quart de finale. Il y avait un écran géant. À un moment donné, les pulsations étaient tellement grandes du côté des Maliens. Je me suis retiré avec mon ordinateur. Je suis allé dans un petit coin pour supporter tout seul. Et j'entendais les bruits là-bas. Donc je faisais ma petite joie à côté. Au fait, c'était pour dire que ce côté-là n'est pas quitté en moi. Il est en moi. Moi, je suis un sportif positif. Quand c'est beau, j'apprécie. Je ne suis pas dans les extrêmes. Moi, j'apprécie tout. Et voilà, bon, voilà, vous avez vu un peu les réseaux sociaux. C'est un peu malheureux parce que le football doit être facteur de rapprochement. Et malheureusement, je crois qu'il y a de nouveaux types de personnes. Aujourd'hui, je suis d'autres particules des réseaux sociaux qui véhiculent d'autres choses, qui sont en train d'embraser un peu les sociétés. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que quand tu arrives à Nyangologo et la Côte d'Ivoire à Wangolo, tu vas trouver des sénufos des deux côtés. Ils enterrent les morts de la même façon. Ils font les mariages de la même façon. Ils ont les us et coutumes de la même façon. Au même titre que la frontière avec le Ghana. Seulement que l'autre côté, ils parlent anglais et nous, on parle français. Donc, il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas d'Ivoiriens, il n'y a pas de Maliens. Nous sommes tout simplement des Africains. Voilà. Pour le grand thème, je n'ai pas envie de me présenter. Vous allez comprendre dans mon exposé, vous allez comprendre tout de suite. Vous n'allez même pas comprendre, en fait. Parce que je suis pratique, je n'ai même pas d'étiquette. Mais déjà, je sais que avant la crise de Covid, vous connaissez Deezer. Je vais revenir un peu sur la table. Deezer, c'est la 3e boîte de streaming au monde. Elle est française, Deezer. Deezer m'a pris comme consultant pour faire une enquête sur la vente de la musique numérique dans 4 pays. Et comme déjà je voyageais, c'était le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Burkina Faso. Et comme j'étais un troubadour, parce que moi, avant qu'aujourd'hui je vole dans beaucoup d'avions, je voyageais par la route. Donc je faisais 2 jours pour faire souvent 800 km. Mais c'était intéressant parce que c'est dans ça qu'on se construit. C'est ça qui donne la carapace. Donc j'ai fait mon enquête et j'ai dit à 10h, vous savez, il sera difficile pour vous de vendre de la musique en Afrique actuellement parce que la bancarisation est très faible. Si tu as 10 personnes, il y a 2 personnes qui ont un compte bancaire. Et les 2 personnes, il y a un qui va être un peu mélomane. Il peut-être peut t'acheter la chanson. Mais l'autre, il fait son affaire, il n'a pas besoin de ça. Donc c'était un peu compliqué. Je les ai dit, il y a une autre façon de vendre la musique en Afrique. C'est le mobile money. Vous voyez, avec Orange Money, autant qu'on prend des data, vous pouvez vendre la musique comme ça. Mais malencontreusement, ils avaient déjà une concurrence dans les téléphonies. Vous savez, les téléphonies, ils vendent des chansons. On te dit non, tu payes 25 francs, tu as la chanson. Donc déjà,
ils avaient déjà une concurrence dans les téléphonies. Et ça, malheureusement, ça n'a pas marché. Et Deezer, malheureusement, Deezer dans le même groupe que Orange. Donc, ils avaient un concurrent dans la concurrence et Deezer a laissé tomber le projet. Et pendant cette enquête de Deezer, je reviens encore sur le digital, ils m'ont donné leur catalogue. Parce que c'était normal que je comprenne un peu comment est-ce que ça fonctionnait. Et dans ce catalogue, j'ai vu tous les artistes africains qui étaient dans le catalogue de Deezer, Afrique, de 1950 à aujourd'hui. J'ai vu tout le monde. J'ai vu tout le monde parce que moi-même, je suis né en 70. J'ai vécu les périodes des disques, les 45 tours et les 33 tours. Et après, j'ai vendu moi-même les cassettes à Yabayo, à Soubré, au Carrefour Yabayo, ici. Donc, j'ai dit que vous allez comprendre mon parcours. Moi, d'abord, excusez-moi, mon ami m'a dit que je ne suis pas un formateur typique. Je suis quelqu'un de très atypique. Vous allez voir, je n'ai pas de papier. Je suis un autodidacte. J'ai appris tout sur le tas. Je vais vous donner ce que j'ai appris dans le tas. Souvent, on a tendance à dire que non, on vient dans les rencontres, ça parle beaucoup. Oui, ça écrit beaucoup, beaucoup de français. Mais moi, je vais vous donner ce que j'ai appris, mon expérience. Tout ce que j'ai vécu avec les artistes dans ce domaine-là. Ça fait presque 25 ans que je suis là-dedans. Je reviens encore sur Yabayo. Je vendais les cassettes. Après, du cassette, on se retrouve au CD. Et CD, en 2000, je me retrouve au Mali. Je voulais partir en France comme beaucoup de jeunes du là. Vous connaissez, non? Quand ils ont un peu d'économie, ils disent non, on s'en va en France. Mais mon vécu m'a rattrapé. Je ne suis plus parti en France, je suis resté au Mali, animateur. J'ai été animateur des radios. Après, les artistes qui ont vu mon profil, je suis devenu manager. Après, les promoteurs du festival qui m'ont vu, je suis devenu régisseur. Et j'ai continué. Et comme il a dit tantôt, j'ai créé Radio Africa il y a 15 ans. J'étais en avance sur le digital. Je passais tout le contenu de tous les festivals en direct. Bon, aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Mais moi, ici, au FEMIA 8, je suis venu, je passais tout le contenu, les interviews, je passais tout en direct. Et j'avais au moins 25 radios en Afrique. C'est là qu'on revient un peu sur la thématique. Je reviens sur le digital. Promouvoir sa visibilité et savoir vendre son art sur le digital, via le digital. Il faut qu'on dise maintenant aux acteurs, notre monde change, il est cyclique. Je l'ai dit tantôt, on était au disque, cassette. Cassette, on est passé au CD. Et depuis presque, je pourrais dire 20 ans, il y a un nouveau phénomène qu'on appelle le numérique. Il faut qu'on commence à avoir ça dans la tête. Les supports ont disparu. Il n'y a plus de support. Il n'y a plus de support physique, il a disparu. Je crois que pour le fun, il y a encore avant-hier, il y a Tikendia qui me sortait son vinyle. Il y a quelques sorties en France aujourd'hui à la FNAC. Ils sortent encore le vinyle, les 45 tours. Mais combien a encore le lecteur 45 tours dans leur maison? C'est encore pour le fun. Il y a encore d'autres qui sont encore nostalgiques encore sur ce son. Ce son du numérique, Muselon, il a lancé quelque chose. Mais ils le sortent pour le fun. Donc le numérique, c'est le futur. Mais comment ça n'a accaparé? Moi, je ne suis pas spécialiste. Je ne suis pas spécialiste du numérique. Mais je sais que c'est le futur dans notre secteur. Et autant vous voulez évoluer dans notre domaine, il est hyper important d'aller avoir les mécanismes et les outils pour que ça soit un outil d'accompagnement, pourtant pour la carrière, autant pour les directeurs, pourtant pour un manager, il est important pour vous de comprendre le mécanisme du digital. C'est le futur. Si vous n'en faites pas, même aujourd'hui, les spectacles aujourd'hui, on les vend en ligne. Moi, j'ai vu quelqu'un, il me dit, il veut faire Netflix de la culture. Au fait, il y a plein de trucs qui arrivent. Comme on le dit, il y a plein de choses qui arrivent. Mais soyez prêts. Ceux qui ne seront pas prêts ne vont pas monter dans le train. Il faut que vous soyez prêts parce que c'est rapide. Et puis même là, ça change à tout moment. Il y a 5 ans, la façon qu'on utilisait le numérique, il a même changé. À chaque moment, ça change. À chaque moment, ça change. Donc, soyez au rendez-vous du numérique. Il faut que vous soyez au rendez-vous. Je reviens sur mon sous-thème. Les autres ils vont peut-être le développer plus parce que je ne suis pas spécialiste du digital, mais je sais qu'il est hyper important. Je donne quelques conseils en fonction de quelques vécus que j'ai avec des staffs, avec des directeurs, avec des structures, parce que souvent,
on m'appelle pour mon expertise de quelqu'un qui a vécu un peu longtemps dans le domaine. Premier sous-thème, la visibilité sur les médias à l'international. Moi, je l'ai dit, je suis un autodidacte. Les gens disent, je suis journaliste. J'ai dit, je ne suis pas journaliste. Je fais un exercice. Donnez-moi un niveau d'études. Bon, j'ai déjà dit que je suis autodidacte. Moi, j'ai niveau 3e. Même le brevet, je ne l'ai jamais eu. Je n'ai jamais eu le brevet. Je vais vous faire ce parcours-là pour que les gens souvent comprennent quelque chose. En 90, j'étais vendeur de cassettes à Soubré, à Yabayo. 5 ans plus tard, en 95, je me retrouve au port d'Abidjan, ici, à quelques kilomètres, ici, à quelques 2 kilomètres. Je lançais les sacs au port. Oui, je lançais les sacs au port. Je dormais sur les cartons. Parce que souvent, je n'avais pas 200 francs pour partir à Lokodiro où j'habitais. Il faut traverser la lagune. Oui. Je traversais le fleuve. Je ne pouvais pas. Je dormais sur les cartons 1 jour, 2 jours. Vous connaissez ce qui est. Hein? Bon, ça ne se lave pas. Bouche sang. Il n'y a rien. Voilà. Il n'y a rien. Il n'y a pas. Voilà. Galère. Et je rencontre un Nigérian qui vend des CD, cassettes VCD dans le temps, dans les années 95. J'ai économisé, j'ai l'argent, je vais au Mali. Mais comme j'avais un vécu de vendeur de cassettes qui était quelqu'un qui est toujours en contact avec la musique, j'avais une connaissance de musique. Et ça m'a fait basculer tout de suite comme animateur radio à Bamako. Et à Bamako, en montant les échelons, je croise tout le monde. Et c'est là encore pour dire que chaque particule, chaque moment de ta vie t'accompagne dans ce que tu deviens plus tard. Ce côté de la Côte d'Ivoire m'a beaucoup aidé au Mali parce que ça m'a permis de connaître tous les grands artistes du Mali. Je ne sais pas pour me bluffer, ils sont tous mes amis. Je vais chez tout le monde. Et ça, c'est un peu ce que j'ai eu, les liens humains. Je reviens là-dessus. La première richesse que nous devons avoir, c'est les relations humaines. La première richesse, c'est ça. Je suis parti chez tout le monde. J'ai été dans tous les gros festivals du Mali. J'ai été manager, tout. Je suis parti partout avec les artistes. Ça m'a donné un carnet d'adresses comme ça. 2005, je croise Claude Issiard lors d'un passage de prix découverte RFI à Bamako. On m'a donné le micro. Je parle. Tikan aussi était en exil à Bamako. Je parle un jour. Claude dit, toi, on te veut comme correspondant. Correspondant de couleur tropicale. Je n'ai aucun pédigree. Hein. Je suis animateur, j'anime mes émissions, je mets la musique, je parle, je fais un peu d'histoire parce que j'aime bien. Et je suis correspondant de couleur tropicale en 2005. Mais je ne vous dis même pas, la première fois qu'on m'a appelé, bon Mori, après toi, hein, le lundi, tu vas parler sur couleur tropicale. J'ai fait un bout de papier, j'ai mis le résumé, je devais relater l'actualité culturelle et puis lancer une chanson. Je l'ai griffonné plus de 40 fois. J'écris, j'efface, j'écris, j'efface. Au fait, c'était un challenge, je ne savais pas, mais qu'est-ce que je vais dire là? On dit qu'il y a 60 millions de personnes qui t'écoutent. Quelqu'un qui n'a jamais de diplôme, rien. J'ai griffonné, je donne à quelqu'un, lis pour moi. Il lit, non, il ne faut pas dire comme ça, il faut dire comme ça. Le jour là, mon téléphone tremblait comme ça. Au fait, c'était au téléphone. Mon téléphone tremblait. Mais je l'ai fait, bon, comme du karma, je l'ai fait avec ma petite connaissance et cette aventure de couleur tropicale commence. Je deviens correspondant pour couleur tropicale. Je continue à me forger dans le côté animation. Je continue quelques radios à Bamako. Et je pars dans un gros festival avec un artiste malien qu'on appelle Baba Salah, à l'un des plus grands festivals de France, qu'on appelle les Vieilles Charrues. Le plus grand festival de France. Ils font 210 000 personnes en 4 jours. Et souvent, dès qu'ils lancent le festival, c'est en juillet. Il y a une date qui est le 14 juillet. Et quand ils lancent le festival en juin et en janvier, en 3 jours, sold out, il n'y a plus de place. Tout est payé. Je vais là-bas, je commence à me construire. Je vais à Paris, je me construis tout doucement. Depuis 2006-2007, je pars, je me construis tout doucement. Réseau, je vais voir les médias. Mes amis, c'est les animateurs. On va en parler tout à l'heure. Vous allez voir tout à l'heure. Je commence à avoir des amis dans chaque média, presse écrite, radio, les techniciens. Je vois tout, gars. Je suis comme un fou. Au fait, je suis là, je parle beaucoup, je suis très, très excité. Je vais voir les gens. Je vais voir. Mais tout en sachant que tout ça, ça peut être important demain.
Je vais voir les gens, je m'approche, je n'ouvre pas, je pousse les portes, je pousse les fenêtres, je rentre partout. Tout le monde me voit, je vais voir tout le monde. Il faut aller voir tout le monde. En 3, 4, 5 ans, je suis correspondant pour Afrique Magazine avec mon ami père à son âme, Jean-Michel Denis. Quelque temps après, je suis correspondant pour Radio Nova. Ça, c'est déjà Paris. Avec Bintou Simpore. Elle me prend comme spécialiste musique. Parce que déjà, je parlais beaucoup de musique. Spécialiste musique. Et après, j'ai Pan African Music. C'est une presse en ligne qui parle de musique. Je fais quelques... Souvent, mais je suis réglé un peu par Soro Solo. Soro Solo, que vous connaissez, c'est le journal de fréquence 2 ici, qui est en France, qui, lui, avec Valérie Cagnolari, avait fait l'une des plus grosses émissions, plus grands audimat en France, avec France Culture, qu'on appelle l'Afrique enchantée. Il ne parlait que d'Afrique. Donc, je fais un réseautage de médias. Je pars en France chaque été. Je pars, je viens, je pars, je viens. Et aujourd'hui, ça fait presque 20 ans que je pars en France. Les stagiaires que je connaissais dans les médias, c'est eux qui sont patrons des presses aujourd'hui. Je fais un peu le lien avec les médias. Type de médias que je crois que c'est parti. Voilà, vous allez voir quel type de médias. Un très bon journaliste, à un moment donné, que ce soit journaliste, spécialiste en culture ou en animation, il faut avoir une base de données. La base de données, c'est les médias. Il faut que tu sois... C'est ça aussi, c'est vrai qu'on a des consortiums, on a des groupes, associations, tout, mais il faut avoir une base de données sur la largesse du secteur médiatique. Tu dois être quelqu'un qui doit avoir plusieurs tendances dans beaucoup de médias. Non, moi je suis animateur radio. C'est-à-dire que tes amis sont que des gens de radio. Les gens de la presse écrite, tu ne connais pas. Au fait, je parle là parce qu'il y a plusieurs profils parmi vous. Parce qu'il y a des managers, il y a des artistes. Je parle comme ça. Chacun verra, tu vois, je parle en tant que pour les promoteurs, pour les managers. Il y a quelque chose? Ok. Donc, je dis, par rapport aux médias internationaux, il faut que vous ayez la largesse d'avoir un groupuscule de médias. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Donc, je reviens dessus. Télévision, radio, presse écrite, web TV, réseaux sociaux. RFI, ça fait presque 20 ans, 19 ans, 20 ans. Aujourd'hui, je suis collaborateur extérieur de TV5. Je ne sais pas si vous voyez le journal Afrique chaque soir sur TV5. Vous voyez, chaque soir, après le journal, dans le journal, à la fin, il y a toujours des artistes. Artistes, acteurs, sculpteurs, stylistes, danseurs. Je crois bien, bon, pour la Côte d'Ivoire, il y avait les patrons, quand ils ont fait le Zénith. Il y avait les garagistes. Et il y avait ces jeunes-là, certains autres, je voulais la raconter. C'est Kebaro et Bonaza. Ils arrivent avec Nama Bouaké pour faire un spectacle. Je crois que c'était en août, pour la fête nationale de la Côte d'Ivoire. Et ils ont fini le spectacle. Et moi, je ne les connais pas. En toute sincérité, je ne les connais pas. Je les suis sur les réseaux. J'appelle Nama, je dis, écoute, j'ai proposé Kebaro et Bonaza à TV5. Ils ont regardé, le rédacteur en chef va regarder le pedigree, il regarde les sketchs, il dit, ah, c'est intéressant, on prend. Après le spectacle, Bonaza et Kebaro sont invités du journal Afrique TV5. Excusez-moi, hein, les deux viennent de Jepougon là. C'est la première fois qu'ils arrivent en France. Et ils avaient dit qu'ils allaient caler en France. Ils avaient dit comme ça, je sais que c'était pour rigoler, mais moi j'avais gardé ça dans la tête, ils vont caler. Mais j'étais chez moi, dans le 19e, j'ai dit non, il faut que je parte à la télé, parce que je ne les connaissais pas trop bien. Je ne savais pas comment ils allaient faire. Donc je débarque moi-même le premier à la télévision, et Namori Dosso, ceux qui le connaissent, il est à RFI, en même temps journaliste à TV5, il m'a trouvé dans le hall. Et puis on parle, c'est un jeune ivoirien, Dosso, c'est Seguela et choses. On parle, il dit, ah tu es venu, j'ai dit, je suis là, je vais venir voir les jeunes là, parce que je ne les connais pas. Et quelques minutes après, il voit Kebaro
et Bonanza qui descendent du taxi, parce que TV5, ils t'envoient un taxi pour te chercher, un taxi pour te ramener. Ils descendent, mais ils sont habillés en veste, comme des grands types, quoi. Ils viennent à la télévision. J'étais là, j'ai dit, mais vous partez où? Il dit, non, on vient pour l'émission. J'ai dit, mais comment vous voulez qu'on vous reconnaisse comme ça? Kebaro, tu portes une jupe. C'est ta marque de fabrique. Bonanza, tu portes une grosse chaussure là, tu fais le bouffon là. Mais où sont vos habits? Heureusement, ils avaient mis ça dans un sac. J'ai dit, habillez-vous comme vous êtes toujours dans vos sketchs. Ils n'avaient pas compris un peu. Ils se sont habillés. Et on est venu sur le plateau. Mais je voyais qu'ils avaient un peu peur parce que, excusez, attends, TV5, excusez-moi, mais c'est une belle question, c'est 50 millions d'auditeurs, de téléspectateurs quand même. Ils étaient là, ils étaient un peu crispés. Et puis je vois Namori, j'ai dit, Namori, écoute, comme c'est des comédiens, on va partir dans le sens de la comédie. Ils avaient des mouchoirs, allez voir sur les réseaux, tapez TV5 Bonanza, ils avaient des mouchoirs comme des cow-boys. J'ai dit, vous allez fermer vos yeux, et quand vous allez les ouvrir, comme votre spectacle est fini, vous allez dire que vous ne partez pas en Côte d'Ivoire, vous allez caler. Au fait, c'était un peu ça. Et c'était... Après, ils ont fait quelque chose de... Bon, Namouri a fait le jeu. C'était magnifique. Vous voyez, ça, je vais parler maintenant au manager. Parce que j'ai dit, il y a plusieurs profils. Un manager, ce jour-là, je me suis substitué. Un manager. Un manager, c'est celui qui en avance. Le manager est devant. Le manager doit être visionnaire. Un manager doit être visionnaire. C'est-à-dire, au moment que l'artiste est là, le manager est parti, il est dans, tout en gardant votre objectif, tout en gardant votre façon d'évoluer ensemble, tout en gardant votre volonté, votre énergie de devenir des gens, demain dans votre secteur. Mais quelqu'un, quand tu le prends comme manager, il doit être en avance sur le créateur. Moi, je le dis tous les jours. Et c'est pourquoi, dommage, j'ai dit, il y a souvent, les gens disent manager, mais excuse-moi, souvent c'est des amis, c'est des porteurs de sacs. Le manager, c'est le cerveau. C'est le cerveau. Je voulais revenir encore sur le problème de médias. Les carnets d'adresse doivent être manager. C'est les managers qui doivent avoir ces carnets d'adresse. Qui sont des types de médias, les télévisions, les radios, ça doit être le manager. C'est hyper important qu'un manager ait un carnet d'adresse. Tu fais profiter ton artiste, tu te fais profiter toi-même, tu peux faire profiter d'autres personnes. C'est hyper important. Et ces médias, on va les chercher. Excusez, si vous êtes chez vous, vous n'allez pas les avoir. On va les chercher. C'est complexe. C'est complexe. Mais je dis tous les jours, ce qui est difficile, c'est de faire descendre Dieu, comme on croit tous. Mais tout le reste est possible sur la terre. Tout est possible. Vous l'avez vu tout de suite avec les éléphants. Tout est possible. Tout est possible. Il faut avoir une conviction, il faut avoir une directive. Tout est possible dans ce secteur-là. Je dis que tout est possible. Je reviens dessus, ça c'est les médias. Deuxième petite ligne, pour la visibilité sur les médias à l'international, c'est le format. Quel format d'émission on fait? J'ai dit tout à l'heure de Bonanza, tout. Je rencontre encore moi j'ai des anecdotes. Hier, Oumar Salso, l'ancien manager de Ismaël Isaac, qui est à Paris, m'appelle. Il dit, grand frère, il y a Tamsir qui quitte Abidjan ce soir. Il arrive à Paris, il joue le 17 à l'Olympia avec Didi B. Ok. Hier, à 20h, je suis à Marcouri, Ramblay. Dès qu'il me dit, j'envoie un texto au rédacteur en chef de TV5, Nicolas. Nicolas, il y a Tamsir qui arrive, il a fait coup de marteau, la chanson éponyme de la Cannes. Ce serait bien de la voir parce que les télévisions, au-delà de tout, ils veulent aussi ça, l'exclusivité. Il dit, je suis en congé, voir avec Khalidou. Je vois Khalidou dit, écoute, avant-hier, il devrait passer en Skype, en direct à la télévision. Malheureusement, il nous a plantés. Il dit, il faut voir avec Moïse qui fait le week-end. J'envoie un message à Moïse. Il dit, Moïse, écoute, on n'a que 2 jours, il faut voir avec, il peut prendre. Moïse dit, je te reviens.
Et entre autres, Khalidou, qui était un peu frustré parce que lui, en tant que rédacteur en chef, il n'a pas eu Tamsir parce que, voilà, ils font un peu la concurrence entre eux. Il dit, Mori, écoute, tiens le numéro de Myriam Anela, de France 24, appelle-la, c'est la présentatrice, je ne la connais pas, hein. Voici son WhatsApp, envoie-lui un message tout de suite. Je ne la connais pas, la dame, je me présente. Je m'appelle Mori Touré, correspondant de Couleur Tropicale, pour Pédigree, pour qu'elle sache aussi qu'il fait partie de la maison. Depuis 20 ans, j'étais avec Amobé quand il faisait à l'affiche à France 24. Écoute, je suis consultant musique. Il y a Tamsir avec la chanson Coup de marteau qui arrive demain matin à Paris. Est-ce que vous pouvez le prendre? Dès que j'ai mis Tamsir, j'ai dit 10 secondes. Elle me dit, on le prend à 21h40. 21h40 aujourd'hui. Je ne connais pas la dame. J'appelle Salso. Salso, confirme-moi tout de suite. La femme veut une confirmation. Bon, ça traîne un peu parce que lui, il était à l'aéroport. Il est arrivé ce matin. Et ce matin, il me dit, envoyez l'adresse et le numéro parce qu'on va le chercher. Excusez, hein. Moi, je ne connais pas la dame là. Hein. Je suis dans la maison avec elle à France. On est dans la même maison parce qu'il y a 3 groupes à Radio France. C'est RFI, France 24, Le Monde Dunia qui est un peu maghrébine. C'est le même bâtiment. Premier, deuxième, quatrième, il y a RFI. Et après, il y a les autres. Il y a France 24. Ils sont dans le même bâtiment. Mais tout de suite, on a pris Tamsir. C'est là que je reviens un peu sur le format d'émission. Et tout à l'heure, il me dit, ah, ça tombe bien, il y a Claudie Siard qui prend Tamsir à 20h. C'est le même bâtiment. Donc, Tamsir part à 20h chez Claudie Siard pour Couleur Tropicale. Et 40 minutes plus tard, il est sur le plateau de France 20. Excusez-moi, hein. Je ne suis pas trop sûr si Tamsir est déjà... Bon, je crois qu'il est déjà parti en France parce qu'il a eu un problème un jour dans un festival, un concert où il a été voilà, frustré parce qu'il avait son artiste de cœur, il a été frustré, voilà. Mais je ne suis pas sûr qu'il était déjà passé dans un grand média. C'est la première fois pour une chanson, excusez-moi, qui sort de nulle part. C'est pourquoi je dis souvent dans ce métier, tout peut arriver. Tout peut arriver. Voici Tamsir. Hein. La chanson fait 2 semaines, il y a plus de 25 millions de vues sur YouTube. Bon, pour moi qui ne sont pas des référents, moi je ne suis pas trop pour les millions de vues. Parce que moi j'aime le truc de longue durée. Nous, bon, on est un peu old school. Mais voici un peu un exemple palpable. Le format. Quel format d'émission tu fais? Quand tu fais une œuvre, il faut connaître les formats de médias qu'il faut. Il y a des émissions qui peuvent te vendre. Excuse-moi, moi j'ai dit à un artiste un jour, je ne vais pas dire son nom, il était ici, il dit il va passer à People Mic. J'ai dit n'y va pas là-bas, ça ne va pas te servir. C'est un bon tremplin, c'est la RTI, les gens suivent. Mais j'ai dit n'y va pas, ça ne va pas te servir. Quand il est parti parler à faire de sa femme là-bas, jusqu'à aujourd'hui il est dans le trou. Je n'ai pas dit le nom de la personne, oui. Il faut faire très attention au format d'émission. Et aujourd'hui, le contexte a beaucoup changé. Je reviens backstage. Je l'avais un peu dit. Quand je dis backstage, c'est un peu derrière scène. Pour avoir les médias à l'international, il faut avoir, je l'ai dit, le carnet d'adresse. Il faut avoir tout le monde avec toi. Quand tu arrives dans un média, tu sais ton premier ami c'est qui? Vous savez, le premier ami, c'est qui dans un média? C'est lui qui ouvre la porte pour rentrer dans le média. Le gardien. Il est votre porte. On ne fait pas attention, hein? C'est basique. Mais faites attention. Le gardien là, qui est là tous les jours, là, il connaît tout le monde. Souvent, il connaît la maison que tous les journalistes. Votre premier porte, c'est lui. Moi, je me rappelle encore quand je partais à la grande maison, l'ancienne maison de RFI, c'est avec que moi, je partais manger à la cantine. Excusez-moi, mais quand je venais de temps en temps, j'envoyais quelques petits basins, bon, pas trop chers, hein, qui donnaient à leurs enfants, à leurs femmes. Ils étaient tellement contents. Et là, tout le monde, je connaissais tout le monde. Tu connais tout le monde. Technicien, journaliste, animateur, programmateur, tu connais tout le monde. Quand tu as un produit, tout le monde prend. Il faut avoir le tic.
C'est hyper important. C'est hyper important. Vous voyez, c'est devenu tellement complexe aujourd'hui pour vendre un artiste. C'est tellement compliqué que souvent, c'est les détails. Des petits détails. Tu vas voir, tu es bien organisé, tu as community manager, tu as graphiste, il y a d'autres même qui font branding, tout, tu as tout ça. Tu fais un produit. Les gars, ils ne sont même pas forts. Le gars, il n'est même pas puissant. Et le gars, il fait une petite chanson là. Il dépasse tout votre boulot de 1 an, 2 ans. Tu te dis, ah, sorcellerie. Souvent on dit sorcellerie. Mais c'est souvent ça. Je dis souvent, il y a les détails. C'est-à-dire, il faut toujours prendre tout en compte. C'est hyper important. Je reviens sur... je regarde mon timing aussi, parce que, voilà. Je reviens sur la qualité du produit. À l'international, c'est vrai, les gens sont très sceptiques sur la qualité. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est là, tout le monde le sait. L'exclusivité. Tout le monde veut l'exclusivité. Regarde Tamsir. Aujourd'hui, excuse-moi, moi je connais des amis qui sont en France, qui sont artistes, qui ne sont jamais passés sur ces médias. Mais tout le monde le veut. Tout le monde veut Tamsir. Au-delà de ça, ce n'est pas parce que je cautionne ou pas, mais j'aimerais que quand vous produisez une œuvre, faites de telle sorte qu'il soit de qualité. Parce que souvent la qualité attire les gens. Ça fait 4 ans, je suis membre du jury du prix de couverture RFI. Et j'ai souvent 3000, 2000 artistes qu'on a, qui postulent. Bon, c'est vrai qu'après, on nous met dans les canevas de 500 avec des groupes. Mais on voit un peu presque tous les artistes qui postulent. Et le sujet, on dit quoi? Regarde les artistes, regarde leur construction. Ça, c'est souvent les artistes chanteurs. Tu vois, je dis ma page Facebook. Ça, je parle de branding sur les réseaux. Quand vous partez sur, vous mettez sur les réseaux, faites très attention. On a disqualifié beaucoup d'artistes, très bons artistes, mais qui n'étaient pas bien organisés. YouTube, excusez, hein, tu es artiste, tu vas dans un baptême, tu fais un petit Facebook Live, vous prenez ça, vous venez mettre ça sur Facebook. Une anecdote. J'ai suivi la délibération en 2018 du Massa, ici. Je n'étais pas membre du jury, mais le comité scientifique, je connaissais tout le monde. Tous les directeurs, tous ceux qui sont venus, je connaissais. Et je faisais un reportage sur la délibération. Donc, ils m'ont permis de suivre. Et ils projetaient la vidéo d'un artiste. On demandait des liens. Bon, je vais dire son nom parce que ça m'a fait très très mal. Vous savez, la musique urbaine dont on parle aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous savez avec qui ça a commencé? Qui peut me dire avec qui ça a commencé? Hein? Non, la musique urbaine. La musique urbaine en Côte d'Ivoire. L'un des précurseurs de la musique urbaine en Côte d'Ivoire. Hein? Non. Abidjan, voilà. C'est Keke Kassiri. Oui. Bon, je respecte. Keke Kassiri, en cette période, était produit par Paco Rabanne. Paco Rabanne, l'un des plus grands en France en cette période-là. Il a fait partie de Keke Kassiri en France. Et je reviens encore, c'est Bintou Simpore qui est à Radio Nova, elle était manageuse de Keke Kassiri. Et on projette, parce qu'on met ta vidéo et les experts te jugent. Ils ont mis une vidéo de Keke Kassiri qu'ils ont pris avec un téléphone et ils ont projeté. Vous voyez, les gars, moi j'avais mal au cœur quand j'ai vu la vidéo. Je vis la vidéo de Keke Kassiri, lui qui nous avait envoyé les Scorpios. Le Nyama Nyama, c'est lui qui est à la base de cette musique urbaine de Côte d'Ivoire, c'est eux, les précurseurs. Quand on parle maintenant, non, ce n'est pas les Douksaga, c'est les Keke Kassiri qui étaient. Parce que c'était une musique urbaine. Quand on prenait le concept de Nyama Nyama, de Zigei, dans les rues de Treichville, pour le ramener sur la scène musicale, c'est ça qu'on appelle la musique urbaine, c'est là, ça commence là. Je vois Keke Kassiri, ce grand mastodonte de la musique ivoirienne.
Excuse-moi, on n'a même pas fait 1 minute, les gens le disqualifient. Excusez-moi. J'avais mal au cœur. Mal au cœur. Donc, je vais un peu mélanger beaucoup de choses. Hein. Écoutez, je mélange plein de choses parce que moi, je parle avec mon instinct. Parce que je vois beaucoup de choses et chacun prendra des choses là-dedans. Ça peut servir à tout le monde. Ça, je parle, quand je dis, je parle des appels à candidature. Parce qu'aujourd'hui, tous les secteurs, il y a appel à candidature dans tout. Danse, théâtre, il y a appel à candidature. Quand vous lancez vos projets dans les appels à candidature, soyez structurés. La structuration vient d'abord sur vous-même. Structurez-vous sur vos pages, sur votre page officielle, Facebook, sur vos pages, que ce soit YouTube, structurez. Quand une vidéo peut vous salir votre image, sortez-le de votre compte. Parce que quand j'ai dit ton nom à un Vénézuélien, tout de suite, son premier réflexe, il va te suivre sur YouTube. Excuse-moi, si dans l'échelonnement des vidéos, c'est la vidéo peut-être du baptême qui est là, il va te juger sur le coup. Et puis, prenez aujourd'hui la peine. Aujourd'hui, tout acteur, théâtre, à chaque fois quand vous avez une prestation, les gars, même si vous n'avez pas l'argent, prenez une caméra, enregistrez très bien. Prenez tout, que ce soit des roches. Prenez le temps de bien le peaufiner, le laver. Et c'est quand c'est propre, là, sec, joli, là, ça vous prenez, vous mettez ça sur YouTube. Ça vous coûte quoi? Ça ne vous coûte rien. Il faut savoir se vendre. C'est là que je parle du produit. Il faut savoir se vendre, il faut être joli, il faut être propre. Écoutez, ce n'est pas du direct. Ce n'est pas direct. Il faut être propre. C'est là qu'il faut que vous soyez propre, joli. Quand le gars vient comme ça, il vient voir, il dit non, c'est bon. C'est vrai. Le contenu, les textuels, la musique, voilà, ça peut... Mais il faut que vous soyez propre. C'est hyper, hyper important. Une autre anecdote. Un autre artiste qu'on appelle Pedro Kouyaté. C'est un Malien qui joue à la calebasse. Il a joué avec plein d'artistes. Le problème, c'est qu'il a une fâcheuse façon de faire la musique. Quand il joue à la musique, il ferme les yeux. Il joue le Nkamelengoni, il joue la calebasse. Il est à Paris, je ne sais pas si vous connaissez Paris, il y a les stations de métro à Paris, il y a les stations. Et la structure qui gère les métros, il donne des places à des artistes. On appelle ça des artistes de métro. Donc, il a la République, il est musicien à la place de la République. Mais il fait de la musique. Aujourd'hui, il a une 50aine de dates, 20 dates dans l'année, parce qu'il a une maison de production. Donc, il postule au Massa. On projette sa vidéo. Il était en train de chanter et il avait fermé les yeux. Mais la vidéo est tellement belle, avec une musique mélodieuse. Ah, les gens ont apprécié. Et puis il y a le comité qui dit, ah, on ne va pas le prendre, hein. Il est aveugle. Si on le prend, il lui faut un accompagnant. Et ça, c'est un peu lourd là, pour la mobilité. Vous connaissez le problème du transport. Et puis j'étais en haut, parce que le comité était en bas. J'étais en haut et puis je me lève, j'ai dit, je vais parler. Et puis celui qui m'interpelle, c'est Mahmoud Dafé, le directeur du festival sur le fleuve Niger, qui était au temps de Yacouba Konaté. Il faisait partie du comité avec les connus de dos. Ils m'ont dit, ah, Mori, il veut dire quoi? Au fait, j'ai intercédé parce qu'ils allaient faire une erreur. J'intercède, je dis, s'il vous plaît. Il dit, ah, Mori Kassia. Je dis, non, le monsieur que vous voulez enlever n'est pas aveugle. Il s'appelle Pedro Kouyaté. Il est temps, je connaissais son pedigree, j'ai raconté tant, j'ai dit, il joue à Paris. C'est comme Kezia Jones, ce Nigérian qui était aussi dans les métros, qui est aujourd'hui à Londres, qui est devenu un grand artiste. J'ai dit, tant. Il dit, ah bon? Ah, mais il fait de la bonne musique. Et il a été sélectionné au Massa Inn. Ce jour-là, ce n'est pas l'handicap que les gens ne comprenaient pas, mais c'est son œuvre qu'il a envoyée au Massa. Il était tellement bien fait sa musique, c'est ça qu'il a envoyé. Je vais encore m'appesantir sur la visibilité sur les médias à l'international. Les gars, vous pouvez passer dans tous les médias du monde. Tous les médias du monde, tous les médias. Vous pouvez passer partout. Criez. Faites bien votre boulot. Ayez une consistance. Ayez quelque chose à dire. Moi, aujourd'hui, je suis à RFI. Je suis correspondant depuis 2 ans pour VOA, Voice of America. Bambara, français. Je suis à la Deutsche Welle.
DW, je suis correspondant titré. Je fais du contenu. Et depuis un moment, comme je voyage sur le continent, je vous ai dit, tous les directeurs de télévision sont presque des amis. Parce que quand tu te promènes, c'est eux qu'on croise. Directeurs, animateurs, les stars de radio, j'ai presque tous les gars. Aujourd'hui, j'ai plus de 25 télévisions sur le continent à qui je donne du contenu. Comment je fais? Je vous raconte encore une petite anecdote. Sidiki Diabaté, il a joué à Bercy. Au Zénith, j'étais là. Il a joué à Bercy, je n'étais pas là. J'ai envoyé mon jeune frère qui est caméraman. J'ai dit, bon, pars, tu fais tant, il a eu un badge. Il est parti quand le concert de Sidiki est fini, vendredi soir à 22h. À 22h, c'est fini. Quand le concert est fini à 22h, il m'a ramené les roches vers 1h du matin. J'ai pris les roches, j'ai donné à mon monteur. J'ai dit, Tiffer, il avait interviewé, je crois, 5 ou 6 personnes, Mokobe, Sidiki lui-même, des acteurs du concert. À 3h du matin, on avait un élément JT de 2 minutes 30. Le concert de Sidiki Diabaté à Bercy. 2 minutes 30. Élément JT. Le soir, c'est passé dans le journal. Le lendemain soir, à 20h, c'est passé dans le journal. À 22h, dans le journal télévisé de la télé de Kigali, au Rwanda. Oui. On revient dessus, à résoudre. J'ai envoyé à tous mes amis, tous les journalistes qui font JT. Ah, mais écoute, attends, ils étaient surpris. Le concert était vendredi. Vendredi nuit. Samedi matin, j'avais un élément JT. Attends, qui ne veut pas avoir ça? J'ai monté, je les ai donnés, je n'ai pas sous-titré. J'ai dit, je l'ai envoyé plat. Mettez votre truc dessus. J'ai fait un lexique qu'on appelle le chapeau. J'ai fait un chapeau. Sidiki Diabaté, l'artiste malien, 20 000 personnes. J'ai fait un chapeau, j'ai donné à tout le monde. Après, j'ai dit, plus de 25 télés d'Afrique ont passé l'élément JT. Attends, ça passe au Gabon, ça passe au Togo, ça passe au Niger. C'est passé partout. Le petit élément est passé partout. On appelle ça réseau. Mais comment on fait ce réseau? Je l'ai dit, hein, l'entretenir, les amis, les potes, les journalistes, rester en contact. C'est eux qui te vendent. Bon, c'est vrai, j'ai la chance de voyager, mais on peut se le construire. Il faut aller vers les gens. Ça peut se construire. Envoyer des mails. Il y a aujourd'hui des WhatsApp. Passer par des amis journalistes de ton pays. Passer par les acteurs de ton pays. Excuse-moi, quand moi je vais voir Cheikh Events, je peux passer par Jaboy. Je peux passer par quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Mais il faut toujours forcer. Parce que c'est ça qui est la richesse de notre domaine. Si tu as ça, tu peux ouvrir toutes les portes. Il faut que vous ayez un réseau. C'est hyper important. Bon, c'est vrai, il y a d'autres qui font la sorcellerie. Ils pensent que non, quand tu as un carnet d'adresse, c'est pour toi. Et puis le gars va fanfarer. Non, moi je connais tout le monde. Oui, mais quand tu connais tout le monde et que ça ne sert à rien, ce n'est pas un carnet d'adresse. Parce que je le dis tous les jours. Il y a une phrase que j'aime dire. Quand tu fais briller les gens, tu brilles toi-même. Quand tu fais briller les gens, tu brilles toi-même. Excusez-moi, moi j'ai fait passer des gens en TV5 que je ne connais même pas. Je ne connais pas. Il était là, la mine était là. Un jour, il m'a envoyé une fille, Mia Guissé, une jeune artiste sénégalaise. Il m'a dit, elle va à Paris. J'ai regardé ses clips, elle avait 3-4 millions. J'ai dit, oh, c'est intéressant. Je ne connais même pas. Hein. Elle est passée à TV5. Je ne la connais pas. Si je la vois, j'ai marché sur son pied, je ne connais même pas Mia Guissé. Je ne connais même pas. Et même le jour là, les Kebaros dont je parle, je ne les connaissais pas, les enfants. Je ne les connais pas. C'est pas mes petits, c'est mes petits frères, mais ce n'est pas mes amis. Comme je le dis, faites briller les gens. Si vous faites briller les gens, vous brillez. Dans tout secteur, hein, que tu sois animateur, télévision, ouvrez-vous. Ça s'ouvre aussi pour vous. Oui, ça passe vite. Hein. Ça combien de minutes là? On y va? Ok. Bon, je crois que je l'avais touché déjà. C'est le rejetage artistique, comment s'y prendre. Je crois que je l'ai un peu brossé un peu. Je commence par le carnet d'adresse. Ceux qui sont ici en Côte d'Ivoire, vous avez
beaucoup de chance. Parce que la Côte d'Ivoire, de 70 à 1980, c'était un carrefour. Tous les gros artistes, je parle du secteur de la musique surtout, ils sont passés par là. Ils sont passés par ici. Manu Dibango fut directeur de l'ORTI. Bonkana Maïga fut directeur de l'ORTI. C'est Bonkana Maïga qui a révélé Aïcha Kone, Layan Kabel, Chantal Taïba, Jeanne Nimel. Ça, c'est Bonkana, sous Bonkana. Ils étaient choristes et après, ils ont eu leur carrière solo. Bonkana Maïga, c'est les premiers étudiants maliens qui sont partis à Cuba en 1961. Il est le seul survivant. Ils étaient 10, il est le seul survivant. Ils avaient créé un groupe, Las Maravillas. Mais quand ils sont revenus, il y avait le coup d'État. Le président qui les avait envoyés à Cuba, on lui a fait un coup d'État. Et eux, comme les militaires ne voulaient pas, ils appelaient la musique des propagandistes, il est venu à Abidjan. C'est dans ça, il a été professeur de l'INSAC. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'élèves de l'INSAC ici, professeurs à l'INSAC. Bonkana Maïga fut professeur à l'INSAC. Il fut professeur à l'INSAC. C'était un sacré ingénieur de son. Bon, ça je vais revenir dessus. Vous voyez ce monsieur? Je vais lui faire aussi ma part pour lui. Vous voyez ce monsieur-là? Ce monsieur, les Ivoiriens, ceux qui sont puristes le connaissent très bien. Ce monsieur, pour moi, il fait partie de la cartographie musicale de la Côte d'Ivoire et d'Afrique. La dernière fois, il m'a envoyé les artistes maliens qui ont enregistré chez lui. Vous savez, dans les années 1990, 70, 90, l'un des studios les plus huppés en Afrique de l'Ouest francophone, c'était Abidjan. Guinéens, Nigérians, Maliens venaient tous ici à Abidjan pour enregistrer. Parce que la qualité, c'était là au JBZ. Où il y avait un certain Wompierre, le père de Arafat, ingénieur de son. Et lui, il a donné l'opportunité, même le jeune Tiken Jah Fakoly, c'est lui qui lui donne l'opportunité d'enregistrer pour la première fois au JBZ. Bon, comme on le dit, le temps coule sur le pont. J'aime bien parce qu'avec tout ce background, chaque jour, il vient à la quête de l'écoute. Vous voyez? Il vient écouter. Excusez-moi, son pedigree lui dit de rester là où il est parce qu'il a tout vu, il a tout vécu. Mais il vient. Il vient pour écouter. Je sais. Je sais. Tout cela, je ne veux même pas raconter. Mais il vient toujours pour écouter, pour apprendre. Ce métier-là, il faut toujours se réinventer. Toujours se réinventer. Toujours se réinventer. Et aujourd'hui, pour le carnet d'adresse qu'il a, il a créé la structure WAM, cette structure de management pour l'accompagnement agent artistique. Bon, ce n'est pas trop évident parce que, comme je l'ai dit, le contexte de la musique est en train de changer. Ce n'est pas évident, mais c'est possible. Tout est possible. Il se bat comme il peut. Nous, on l'aide comme on peut avec notre carnet d'adresse. Donc, je reviens avec le carnet d'adresse. Encore une anecdote. Moi, j'aime les anecdotes parce que je les vis tous les jours. Hein? Oui. Moi, quand je vendais les cassettes en 90 à Yabayo, il y a un artiste que je jouais, que j'aimais beaucoup. C'est Salif Keita. J'écoutais en 90. 90 aujourd'hui, ça fait combien d'années? Ça fait 30 ans. 94, ouais. 94 aujourd'hui, ça fait combien? 30 ans. Excusez-moi, je piratais. Parce qu'à chaque fois, le Burida venait nous ramasser nos affaires. Je piratais, je l'assume. J'écoutais Salif. En 2018, un 31, Ouattara Draman, OD, veut faire un concert au palais avec Salif Keita et Ami Koïta. Il va à Bamako, donc on me prend comme fixeur. Je suis... Non, Ouattara Draman OD. Lui qui fut candidat au plateau. OD. Ok. Il veut Salif Keita. Au fait, je raconte un peu tout ça parce que dans mes propos,
Tu vois un peu comment on juxtapose les choses avec l'amitié, comment on appelle, le relationnel, comment on se construit avec les gens qu'on ne connaît pas. Je ne connais pas Ouattara Draman, moi. Il arrive à Bamako et je l'amène chez Ami Koïta. Moi, je dis, je parle chez tout le monde. Je l'amène chez Ami Koïta, je suis l'interface. Je parle de la culture mandingue, je parle d'Ami Koïta. Après, on part chez Salif. Je parle, je suis l'interface. Et puis il me regarde et dit, petit frère, tu parles tellement bien de cette musique mandingue, je t'envoie à Abidjan pour aller co-animer. J'ai un animateur déjà. Il s'appelle Tonton Bouba. Quand il a dit Tonton Bouba, j'ai eu peur. Parce que Tonton Bouba, moi je l'ai regardé à la télévision. Iconique. Je le regarde à la télévision. Mais j'avais pour moi mon amour pour la musique, ce que je raconte. J'ai eu un peu peur et on vient à Abidjan. Le jour à l'hôtel Ivoire, Ami Koïta et Salif Keita. Et puis le jour-là, il y avait un banquet. Il y avait Ahmed Bakayoko, il y avait le patron de Air Côte d'Ivoire, M. Koulibaly, le colonel, plein de ministres, 5 ou 6 ministres. Et puis Tonton Bouba, il vient. Ah, petit frère, ça va? Excuse-moi, mais Tonton Bouba, il me calcule. Il ne sait même pas qui je suis, moi. Il ne me calcule même pas. Le gars, excusez-moi, vous connaissez, hein? Lui, il est grand, Tonton Bouba. Moi, j'étais là. Moi, j'ai porté mon habit, j'étais là. Je stresse un peu. Je stresse un tout petit peu, Tonton Bouba quand même, quoi. Et puis, il est là, il dit, bon, on fait comment? Toi, tu vas faire... moi, je vais faire Ami Koïta. Apparemment, je crois qu'il voulait me mettre au pilori, quoi. Moi, je vais faire Ami Koïta, et le plus dur, c'est Salif. Il dit, toi, tu vas présenter Salif. Il me jette. Ok. J'ai dit, là, j'ai un problème. Comment je sors là, Salif Keita? Il présente Ami. Et moi, c'est dans ça, je dis que tout le vécu dans ta vie, ça te suit. Et comme j'étais animateur, c'est là que l'animateur sort. Parce que j'ai fait la radio. Je n'étais plus animateur en quelque sorte parce que j'étais... Un jour, je regardais, ça c'est aussi la curiosité. Je l'ai dit tantôt, hein, ça c'est un peu une parenthèse. Les gars, ce n'est pas parce que vous êtes acteur. Cultivez-vous. Cultivez-vous. Allez à la quête du savoir de votre culture. Allez lire. Allez lire. Aujourd'hui, vous avez tout. Allez lire. Il faut savoir d'où on vient. Il faut savoir qui on est. Il faut avoir une connaissance de soi-même. C'est hyper important. Il n'y a pas une histoire d'ivoire, mais allez-y à la quête de vous-même. Connaissez vous-même. C'est hyper important. Quand tu sais qui tu es, tu ne complexes devant qui que ce soit et tu n'as peur de parler dans n'importe quel tremplin dont tu parles. Parce que tu sais qui tu es. Ça, je le dis tous les jours. Les acteurs surtout, managers, acteurs, même l'artiste, tu dois avoir un background. C'est important. Quand on te donne la parole, on sait qu'on a donné la parole à quelqu'un. Parce que la culture, c'est ça. On a le mot en commun. Culture, c'est quoi? La culture, c'est ça. Qui tu es, où que tu sois, dans n'importe quelle circonstance, tu te définis. Donc je prends le micro. Cher public, excusez-moi, je vais faire une petite parade d'animation. Celui qui arrive est né dans les années où l'albinisme n'était pas compris par les sociétés africaines. Il y a des mères qui ont tué leurs enfants parce qu'ils avaient peur de la honte. Parce qu'entre autres, en 1945 ou en 1950, un couple noir ne pouvait pas comprendre un enfant albinos qui venait tout blanc. Et en ce moment, il y avait un complexe. Beaucoup de familles ont tué les albinos dans les années 1940. C'est des trucs qu'on ne se dit pas. Mais excusez-moi, j'ai mis pas dedans. Je connaissais l'histoire de Salif. Il fut enseignant, Salif Keita. Il était enseignant. Et les élèves avaient peur de lui parce que ses yeux scintillaient. Ils sont partis dire aux colons, qui étaient, entre autres, direction de l'école, que les parents d'élèves ont fait un meeting pour dire qu'ils ne veulent plus voir Salif comme enseignant parce que tous les enfants avaient peur de lui. Oui. Et Salif, les Blancs le savaient, il était très bon enseignant, mais la pression sociale n'a pas pu tenir. On a chassé Salif de l'enseignement. C'est vrai que ce n'est pas trop beau, mais mon histoire, tu sais, je l'ai fait de telle sorte que les gens me suivent. C'est ça aussi. Bon, ça je parlerai des animateurs. Quand tu racontes une histoire, laisse-la de telle sorte que les gens, tu ne coupes pas, les gens te suivent.
Ah, non, j'ai raconté l'histoire de Salif. Hein. Bon, je le découpe comme ça. J'ai raconté l'histoire de Salif. J'ai dit, lui qui arrive, il ne répète là. Parce que l'histoire, ou la période où il était né, il y a plusieurs de ses semblables qui ne sont plus là. Il a résisté au temps, il a résisté à la société, il a résisté à toutes les brimades. Il s'est forgé dans ça. Et Salif, plus tard, il se retrouve à Bamako et on l'a même dit mort pendant 2 ans dans son village. Il dormait au marché à Bamako avec un fou. Il a raconté l'histoire. Et un jour, il y a un orchestre qui est à côté du buffet de la gare, c'est-à-dire le gare de train Dakar-Bamako. Les rail bands étaient là-bas. Et un jour, il y avait le chanteur est parti dans un autre groupe. Et il est venu, il a pris le micro. Il dit, mais est-ce que toi tu sais chanter? Il a pris le micro. Au fait, quand il a pris le micro, ça a changé sa vie. Il devient le chanteur des rail bands. Rail band, il se retrouve aux ambassadeurs. L'autre côté, groupe rival, du côté de l'hôtel Amitié. Après, ils viennent en Côte d'Ivoire. Vous voyez la gare du Nord? La gare du Nord, là, à Djamé. Là-bas se trouvait un bar qu'on appelle Bracody Bar. Là-bas, c'est là-bas que Salif avait son QG. C'est de là-bas que Salif a sorti sa carrière. Je raconte cette histoire. Et vous savez, quand il va chanter tout à l'heure, beaucoup de gens vont se reconnaître dans ses chansons. Ça peut être des moments difficiles. Quand tu perds quelqu'un, quand tu écoutes une chanson, elle te marque. Le jour où tu te maries, on te met une chanson, ça te marque. Le jour où peut-être tu peux perdre ton enfant, plein de choses. Et puis j'ai dit, sans plus tarder, je vais vous laisser avec l'histoire intemporelle de tous les jours au quotidien. Salif Keita. J'ai dit, excuse-moi, tu sais qui avait me saluer après mon speech? Tonton Bouba. Oui, c'est Tonton Bouba qui est venu comme ça. Petit. Au fait, je n'ai pas animé, j'ai sorti un pan de l'histoire pour déposer là, parce que je ne pouvais pas l'atteindre en animation. J'ai dit quelque chose, peut-être que lui-même, peut-être il n'ignorait pas, mais peut-être qu'il n'avait pas tous ces argumentaires. Il m'a salué. On part à Boaké, chez Amadou Kone, on fait un concert à Boaké. On revient à Abidjan pour un concert au palais ici. Il y avait des problèmes techniques. À un moment donné, petit, je ne peux plus animer. Tiens, le micro, tu peux. Et j'ai animé le concert de Salif. Au fait, je reviens dessus. Je l'ai dit tous les jours, ton vécu, tout ce que tu fais dans la vie peut te servir. Tout ce que tu fais dans la vie peut te servir. Bon, je n'ai pas envie de parler parce que je voulais rebondir dessus parce que dans 34 ans, entre pirater le concert de Salif à Yabayo en profondeur dans le pays BT, il y a 2 semaines, j'étais avec lui au Burkina Faso. On a pris l'avion ensemble et on a été reçus par le président Ibé ensemble. Et on a pris l'avion, on est revenu. On a fait 5 jours dans le même hôtel. 34 ans plus tard, avec Salif. Même avant-hier encore, il m'a appelé pour son manager qui est décédé, un Sud-Africain, parce qu'il lui donne un espace. Je n'ai pas envie de revenir dans des... Moi, je n'aime pas les querelles entre les nations. Parce que, bon, voilà, je ne vais pas rentrer là-dessus. On lui a refusé. Bon, écoute, il assume ses propos, ce n'est pas trop grave. Moi, je n'aime pas... Moi, j'aime la joie de vivre. J'aime les gens ensemble. Moi, je ne vais pas m'apaisanter dessus. Deuxième sous-thème, dans le sous-thème, c'est le branding. Visibilité et branding. Je vais revenir là-dessus. Ah, là, je fais le tour, là. Là, j'ai 1 heure, là. C'est ça? Il me reste à 30 minutes. Hein. Bon, on va aller rapidement pour qu'on puisse poser des questions. J'ai dit tous les jours, c'est bien beau, acteur, musicien, directeur de société. Dans notre société, il faut savoir être présentable. Encore une petite anecdote, hein, je vais vous le dire. Tu sais, je dis tous les jours que quand les acteurs culturels sont des mendiants, vous n'allez jamais rien gagner. N'ayez pas la posture des mendiants. Quand vous faites une action, quand vous avez un projet,
maîtrisez-le. 1. De 2, ayez la conviction. Et de 3, ne vendez pas votre âme quand vous partez demander souvent de sponsoring. Ne venez pas à personne de pitié. Les acteurs culturels ne sont pas des gens qui doivent faire pitié. Non. Je le dis tous les jours, ayez une posture. La dernière fois, on est parti pour le concert. Le promoteur, il était avec moi chez Ibé, le président du Burkina Faso. On reçoit Salif. Quand il a salué les gens, tout, et puis après, j'ai dit, Monsieur le Président, je prends la parole, il est venu parce que c'était un jeune frère. Je dis, Monsieur le Président, vous avez parlé de 1972, vous n'étiez pas encore né. Donc quand on le regarde dans le jargon, je suis ton grand frère. Parce qu'en 1972, j'avais 2 ans. Il dit, oui. Ibé, le président burkinabé, dit, oui, tu es mon grand frère, tu es le Koro. Ok. Et puis je tourne. Je dis, Monsieur le Président, vous voyez ce monsieur? On l'appelle Salif Keita. Je veux que ce soir, vous l'honorez à travers votre posture. Je veux que le peuple burkinabé l'honore. Au fait, le promoteur m'avait dit derrière que la billetterie, là, ça ne marchait pas. Oui, parce que le ticket faisait 30 000 et 50 000. Donc, quand on était dans la salle d'attente, le promoteur dit, ah, j'ai appelé mes gars, là, la billetterie, c'est chaud. Mais en même temps, il me dit, Mori, quand on va voir le président, il faut lui dire de payer, de nous donner. En fait, la manière, quoi, parce que lui, il avait peur. Mais j'ai dit, non, moi, je n'ai pas envie d'être un mendiant devant le président de la République. Mais, tu vois, c'est tout de suite, quand il est venu, Monsieur le Président, vous voyez, Monsieur Salif Keita, je veux qu'on l'honore ce soir, Monsieur le Président. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais faites de telle sorte que le peuple burkinabé l'honore ce soir. Je l'ai dit avec beaucoup de presse. Et puis d'ailleurs, même quand j'ai dit, je suis son grand frère, non? C'est pas parce qu'il est président. J'ai dit que je suis le grand frère. J'ai dit, Monsieur le Président, faites de telle sorte qu'on honore Salif ce soir. Je sais que vous... Et puis, Monsieur le Président, il se tourne, il voit le ministre de la Culture. Il dit, Monsieur le ministre, prenez les dispositions. On sort de là, 15 minutes. C'est le ministre qui appelle. Malamine, bon, c'est bon, hein? Le ministre prend 300 tickets de 30 000 francs. Ça fait 9 millions. C'est-à-dire, en 1 minute, on a vendu les 75% de la billetterie. Mais je l'ai dit avec beaucoup de tact. Je ne suis pas allé en mendiant. Monsieur le Président, ça ne marche pas, hein? On n'a pas... Mais attends. Comme on l'a dit, moi, j'organise les Rimbak cette année chez moi, le Festival international des musiques de Bamako. Et j'ai dit, je vais faire le B2B. B2B, c'est que c'est? Je vais aller négocier les directeurs de banques à Bamako. Toutes les banques de Bamako. Je vais les amener dans une salle. Et je vais envoyer les acteurs culturels pour venir parler avec eux. Vous savez, souvent, les banquiers, quand on va leur voir, on ne sait pas leur parler. On va en victime résignée. Non, grand, il faut nous donner 2 millions. Non. Non. Va avec ton projet, tu l'expliques. Comment ça peut se faire? Donc ça va avec la conviction. Hein? Il faut que tu sois vraiment bien. Il faut que ton projet soit bien carré. Le grand, il développe. Ok. Je dis, tu sais, aujourd'hui, on est en train d'avoir des classes moyennes dans notre capitale. Hein? Vous n'avez pas remarqué? Les gens sont très... Ça commence à aller un peu. Donc tu vas voir entre 10 jeunes, il y a au moins 5 ou 6 qui ont un compte bancaire. Ça commence à venir. Parce que les gens, le niveau est en train d'évoluer. Il dit, bah écoute, moi j'ai 15 000 personnes. Chaque soir chez moi. Tu envoies les gens de ton service. Et puis tu ouvres 5 000 comptes bancaires, cadeaux. Et je te donne 6 mois. Tu me diras s'il y aura mouvement dans les 5 000 comptes ou pas. Il dit, ah, attends, hein. Oui, parce que ça aussi c'est une approche. Il a dit, ah, mais c'est intéressant. Bon, vous voyez, c'est un masterclass, c'est cadeau, hein. Vous voyez un peu, non? Pour les acteurs culturels, là, vous voyez comment on va attirer des financiers. Parce qu'il faut maîtriser son secteur, vous lui dire comment est-ce que lui, il peut avoir un apport dans ton projet. Parce que les banquiers disent quoi? Je peux avoir quoi chez vous? Tu me proposes quoi? Tu me donnes quoi? Il faut savoir donner les argumentaires pour dire, monsieur le banquier, si tu viens chez moi, il y a des choses que tu peux prendre chez moi. Branding, je le dis encore, ça c'est un peu pour les artistes. C'est devenu difficile. Hein? Les réseaux se font que seul le talent ne suffit plus. Il faut avoir une image. Et l'image, il y a ses coûts. Il faut être présent. Je trouve et le gars dit, il est artiste, il va sur sa page, il met une photo chaque mois. Attends, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas. Tu ne peux pas mettre une photo chaque mois. Ce n'est pas possible. Le branding doit être exceptionnel. Tu dois être présent. C'est là que je reviens encore sur avoir un discours. Ça va de pair. Parce qu'il y a la personnalité, mais il y a aussi la personnalité dans le contexte culturel. Avoir un discours. Un artiste doit dégager quelque chose. Un artiste doit faire un combat. Que ce soit le théâtre, que ce soit la musique, que ce soit la danse. L'artiste doit dégager un discours, obligatoirement. Tu dois être là pour quelque chose. Et on termine avec les vertus relationnelles. Je vais terminer avec ça. Et puis on va poser des questions. Chers frères et sœurs, je le dis encore. Beaucoup de gens disent, showbiz, les gens sont faux types, les gens sont escrocs. Oui. Vous savez ce qui dit dans notre métier? C'est les gens qui seront les plus honnêtes. Vous voyez souvent, que ce soit l'ambassade de France, ceux qui nous donnent les moyens. Vous savez pourquoi souvent ils ne font plus confiance? Parce qu'on n'est pas bien avec nous-mêmes. Quand tu vas demander du sponsoring ou tu vas demander des partenariats pour les institutions, quand tu donnes 40 millions pour venir faire ton activité, tu prends la moitié pour aller construire une maison pour prendre une deuxième femme ou bien un troisième bureau. Attendez, notre métier, on n'est pas nombreux, hein? On se connaît tous là. Souvent, on est aussi à la base de la mauvaise gestion que nous faisons, de telle sorte que les mauvaises images que nous véhiculons fait que souvent on est bloqué. On n'est pas bon. Je le dis tous les jours. Soyez honnêtes et ayez une probité. Et ça, beaucoup d'acteurs gâchent. Des gens qu'on peut aider avec de super bons projets parce qu'il y a une ou deux graines qui ont gâté le truc. Excuse-moi, moi je me rappelle encore l'Union européenne. Ils ont donné 4 milliards. J'ai dit 4 milliards aux acteurs maliens non remboursables, qu'on appelait le PESIC, non remboursable. Au-delà de 5 à 10 millions, on te donne. Tu viens avec ton projet, on te donne. On te dit tout simplement, quand tu finis, envoie un rapport financier. Mais tu sais ce qui s'est passé? Les gens sont partis au marché, aller prendre des factures. Ils ont fait pam, pam, ils ont ramené. Et après, vous vous plaignez que non, qu'on n'a pas de financement. Mais à côté de ça, j'ai dit, réinventons-nous. Je raconte beaucoup de choses comme ça. C'est un peu la réalité que nous avons. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on est en train de tendre la main? Moi, je suis content que l'ambassade de France peut aider des acteurs. Mais réinventons-nous pour avoir les moyens, pour que nous finançons nous-mêmes notre culture. Il faut que nous ayons le courage de l'avoir. Il n'y a pas d'argent ici. Excusez-moi, mais on a donné 100 millions. Il y en a, il y a l'argent. Il y a l'argent dans nos pays. Mais, à côté de ça, les acteurs doivent avoir conscience que c'est vous, compacts, unis, ensemble, vous prenez des décisions de telle sorte que vous partez bousculer la tutelle. Attends, vous ne pouvez rien faire parce que la tutelle là, ils ne vous considèrent pas, vous êtes en rang dispersé, vous ne vous entendez pas, vous avez des petites guéguettes, tout. Si vous êtes ensemble, vous prenez une décision. Attends, aujourd'hui on est en train de gagner la bataille de la copie privée. Pourquoi? Parce que les gens ont compris. C'est le futur pour les droits d'auteur. Je ne voulais même pas le dire par rapport au truc de 10 heures là. Il y a un gros problème. Moi, j'aimerais bien participer. Il y a un gros problème là-dessus. Parce que les artistes qui sont à 10 heures là, ils ne sont plus propriétaires. Ils n'ont pas 5 francs. Parce que quand je suis venu, je suis allé voir Daouda le Sentimental, qui est mon grand frère. Il dit, ah, Koro, ça va? Il dit, ouais, Touré, ça va? Il dit, mais grand, j'ai vu ton nom aussi 10 heures là. Tu gagnes combien par mois? Il dit, 10 heures là, c'est quoi? Attends, il a tous ses œuvres là-bas. Vous savez pourquoi? Parce que dans les années 90, 70, Biselon est au courant, les artistes ont vendu leur licence. Et aujourd'hui, sur les plateformes de musique en vente, c'est eux qu'on appelle les agrégateurs, qui est l'interface entre ceux qui vendent la musique en ligne et ceux qui ont payé les licences. Mais il se trouve que dans les années 90, quand les gens faisaient les contrats, on n'était pas à l'événement du numérique. Ce qui sous-entend que les contrats sont caducs. Aujourd'hui, les agrégateurs volent les artistes. Et les artistes qui ont 70 ans de carrière, aujourd'hui, il y a encore des agrégateurs qui bouffent l'argent de leurs œuvres. Ce n'est pas normal. Pour le truc des droits d'auteur, j'étais très remonté. On va remonter parce que la dernière fois quand j'étais à Paris, on parlait de ça.
Même avant-hier encore, il y a Sonodisc qui a de l'argent de quelques artistes du côté de la SACEM qui m'appellent pour dire Maurice, ça va? Tu connais Segou Bembeya du Bembeya Jazz? Tu connais Seri Bamba de. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, ils ont de l'argent à la SACEM, mais ils ne peuvent pas avoir l'argent. Il faut que les ayants droit ou même les artistes partent prendre leur argent. Il y a un autre artiste qu'on appelle Askia Modibo qui a chanté Les Aigles du Mali. Un chanteur malien qui a Les Aigles du Mali, tout, dans les années 2000. Il a reçu la dernière fois plus de 18 millions de la SACEM, qui n'est pas une maison de droits d'auteur en Afrique, qui est en France. Parce que dans le temps, il y a plein qui étaient inscrits là-bas. Il y a un gros problème qu'il faut qu'on dise. Je reviens dessus. Le numérique, protégez-le. Les droits d'auteur, attention. Eh bien, mon frère, tu as grossi un coup, ben quoi, depuis tout ce temps-là. Bon, j'ai fini. Oui, ah ok. Augmenter sa jauge. Donc, cher public, moi je vais m'arrêter là. Je donne deux phrases. La meilleure richesse dans notre secteur est la ressource humaine. C'est l'humain qui te décante tout. Deuxième chose. Pour durer dans notre secteur le plus longtemps possible, il y a deux vertus. L'honnêteté et la probité. Si vous avez ça, avec votre projet dans la tête, vos artistes, ou encore votre compagnie, ou bien même votre ICC, comme vous le voulez, vous pouvez arriver à tout. Réseau, l'humain, probité et honnêteté. Les gens disent non, on ne peut pas être honnête dans le showbiz. On peut être honnête dans le showbiz. On peut être super honnête dans le showbiz. On peut être honnête dans ce métier-là, sans prendre l'argent de quelqu'un. Et plus, quand tu es honnête, plus tu vas te faire respecter dans ce métier. Et on l'est, hein. Nous, on est là, on va partout, on se croise partout là. On va chez tout le monde a besoin de nous. Souvent même à nos propres frais. Parce qu'au-delà de ça, nous sommes des passionnés. Je vous remercie. Merci à vous, Maury Touré, pour ce bel exposé, ce partage d'expérience surtout. Nous avons voyagé avec vous à travers le continent, seulement qu'on n'est pas trop allé du côté des Comores, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, on est plus resté à Bamako. J'en profite pour saluer notre cher ami Timak Ba. Timak, levez-vous quand vous voit. Timak a été l'un de nos panélistes à la session 9 des AFAC qui s'était tenue à Jacquesville, à la maison des artistes chez notre cher parrain Kajim. C'était le 16 août 2023, mercredi 16 août 2023. Et le thème ce jour-là, c'était stratégie de communication et de développement du marketing digital des œuvres musicales. Timbak qui nous avait fait un bel exposé comme notre cher Maury ce matin. Alors, la chose est simple. Quelques questions vont lui être posées. Il va y répondre. S'il vous plaît, ne vous gênez pas pour poser vos questions, pour dire ce que vous avez à l'esprit. Il n'y a pas de questions comme au lion guillemets bête. Il n'y a pas de questions bêtes. Ce qui paraîtrait peut-être absurde pour l'un peut permettre de résoudre un problème pour l'autre et donc de faciliter la compréhension de quelque chose qu'on trouvait bizarre. Alors toutes les questions sont les bienvenues. On va prendre peut-être deux questions dans un premier temps, Maurice, c'est bon? Voilà, on va prendre deux questions et puis au fur et à mesure, ce sera des échanges avec le panéliste et vous. Attention, encore un autre cas de chaise. Mais tout le monde a pris du poids, c'est l'effet Maury. On appelle ça effet Maury. Alors, retenez que si vous allez en formation quelque part et que la chaise veut vous lâcher, c'est l'effet Maury. Bien, voilà, c'est tout trouvé. On va prendre quelques questions donc. Première question. Banus a une question apparemment. Oui. Je tiens avant tout propos à féliciter en tout cas l'orateur
Il nous a aidé vraiment à rentrer dans un vécu, dans des expériences palpables. Et ça me va droit au cœur. Vraiment, merci pour le vécu. Ensuite, cela m'a fait comprendre véritablement que il y a ce qu'on apprend, il y a le parcours et il y a le vécu. C'est une très bonne chose qui va, à mon humble avis, impacter en tout cas tous ceux qui ont suivi, tous ceux dont il a été question de votre part. Mais une chose m'est revenue à l'esprit, c'est ce témoignage au niveau, en tout cas, d'une histoire anecdotique par rapport à une vidéo ou une image qui a été réalisée dans un contexte qui n'est pas passé, n'est-ce pas? Alors, quand je fais un parallèle avec nettoyer votre image, laver votre image, je voulais que vous approfondissiez sur cette question-là. Parce que moi, en tant que photographe professionnel, en tant qu'artiste photographe, en tant qu'enseignant en image photographique, je suis bien placé pour comprendre cette pertinence au niveau de l'image. Dans notre environnement, ce que je ressens, ce que je vois, surtout aujourd'hui avec la facilité que chacun de nous a d'avoir un téléphone portable avec un appareil photo interconnecté, on a cette croyance-là qu'on n'a pas besoin d'expertise, on n'a pas besoin de facultés perceptuelles pour réaliser une image de qualité. Alors ça cause un problème de sensibilisation. L'importance de l'image en rapport avec le branding, la valeur du branding dans une démarche professionnelle. C'est de ça qu'il s'agit. Comment amener les artistes, les acteurs culturels à comprendre la différence entre dépenser de l'argent dans la production d'une image et un investissement. J'aimerais bien que vous en parliez. Merci. B2B, hein? Je pense qu'on peut faire du B2B. Voilà, en fait, toi-même, en fait, tu le dis, j'ai dit, ne faites la différence entre les photos qu'on prend avec un téléphone qui coûte 1 million et un expert qui est photographe. Le truc ne coûte pas 1 million, mais qui a l'expertise par rapport à la photographie. Une photo qui est sur d'un appareil de 1 million, c'est vrai, elle est très belle. Mais l'autre, la posture que le professionnel te dira, ce n'est pas forcément la même portée. Exactement. Tu vas prendre les photos peut-être quelque part, le photographe va dire non, pour ton branding, ce n'est pas bien. Au fait, je l'ai déjà dit pour la vidéo par rapport à quelques casseries par exemple. Exactement. Je reviens là-dessus. Hein. Exactement. J'ai dit, prenez le temps. Parce qu'à chaque fois quand tu vois ton image, ce n'est pas direct. Si ce n'est pas un Facebook Live, ou peut-être qu'en temps réel, tu vois, mais tout ce qui peut être prescrit pour dire, je vais le laver, je dois aller monter, prenez votre temps pour que quand il sort à la place publique,